Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Laetitia Bottella, comédienne et metteur en scène. Nous n'avons pas pu, hélas, voir à cause de la crise sanitaire son dernier spectacle, Breaking the News, un texte d'Alexandra Badea qui était programmé au Théâtre des Bains-Douches. Nous espérons que ce n'est qu'un report, plus qu'une annulation, nous le souhaitons vivement. Et elle a fondé une compagnie qui s'appelle Les Nuits Vertes. Laetitia Bottella, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes comédienne, metteur en scène, metteuse en scène. Alors moi je dis metteur avec un E. Voilà, metteureux en scène. Exactement. Et vous avez fondé la compagnie Les Nuits Vertes. C'est ça, en 2008. En 2008. Alors on vous connaît parce que récemment vous avez fait une lecture de texte qui a eu énormément de succès, un texte de Vincent Villeminot, Nous sommes l'étincelle, Oui. avec la musicienne Pauline Denise. On vous connaît aussi parce que vous avez participé au moins 7 fois au Goût des autres, Oui. comme lectrice. Alors, j'aimerais bien parler avec vous de ce goût que vous avez pour le théâtre, pour la littérature, peut-être les mots, le jeu. Alors en ce moment, il faut quand même préciser que vous faites partie du groupe Occupation Le Havre, qui est au Volcan, et qui développe tout un espace, une agora de discussion, de réflexion sur la culture et peut-être d'autres choses encore. Si l'on pouvait parler de tout ça ? Pas de souci. Oui, allons-y. Allons-y. Alors déjà je peux vous parler donc du groupe Occupation Le Havre, peut-être, Oui, pour commencer. par exemple. Donc du coup c'est une action qui est menée là depuis un mois maintenant au Havre et puis dans d'autres villes, puisque je pense qu'il y a près de 100 théâtres qui sont occupés, voire plus aujourd'hui. Alors moi, très modestement, je n'y participe pas tout le temps, mais j'ai la chance de vraiment avoir pu m'inscrire dans cette démarche que je trouve pertinente, que je trouve très riche. Parce qu'en fait, du coup, c'est vraiment plein de gens qui se rassemblent. Il n'y a pas que des intermittents du spectacle, il y a vraiment tout un tas de personnes qui, tout à coup, ont envie de repenser la société dans laquelle on vit, et pas uniquement le statut des intermittents et la réouverture des salles. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une démarche de se dire, voilà, toutes ces réformes qui passent, qui sont plus inhumaines les unes que les autres, toutes ces choses sur lesquelles on a fait des concessions, toute cette vie qui, tout à coup, a perdu complètement toute forme d'humanité. En fait, si on les réinterroge pas, on va finir par les accepter tout bêtement, et puis après, il sera trop tard. Et du coup, moi, je suis fascinée par ces gens qui ont eu le courage de dire, il est jamais trop tard, et c'est maintenant qu'il faut agir. Et du coup, regroupons-nous dans les théâtres qui avant étaient les lieux du peuple, et qui aujourd'hui essayent de faire en sorte que ça le redevienne, des espaces de parole dans lesquels on essaye de réfléchir, de penser, de réinventer. Et pas dans le sens de se réinventer et chevaucher des tigres, mais dans le sens de se réinventer pour essayer de se dire, voilà, est-ce qu'on ne peut pas changer nos mentalités ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver un fonctionnement entre nous déjà, qui permettrait de moins avoir à subir ce qui se passe au-dessus ? Et du coup, je trouve ça vraiment formidable en fait, de repenser des groupes de parole comme il y a pu y en avoir avant dans d'autres mouvements et qui ont été riches de conséquences, donc c'est un mouvement qui me touche beaucoup. Oui. D'autant plus que vous êtes sans doute différents les uns des autres, donc le débat est possible. Exactement, c'est ce que j'arrête pas de répéter, c'est qu'en fait il y a vraiment des individualités très fortes, des gens qui viennent de milieux très différents, des combats et des luttes qui sont très différentes, et ce qui permet en fait d'être jamais dans le confort d'avoir en face de soi quelqu'un qui pense exactement comme nous, oui, et qui sûr. fait que du coup il abonde sans arrêt dans le sens. En fait, il y a vraiment des frottements, des endroits où on n'est pas d'accord, des endroits où on se comprend mal, mais où rien n'est fermé, et où en fait on se déplace tous, et c'est vraiment super, et du coup ça crée une force collective et un apprentissage permanent qui est riche. C'est une démocratie en action. Exactement. Oui. Alors on parlait de théâtre, là, parlez-moi un peu de ce goût du théâtre, comment il vous est venu, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez si gourmande de théâtre, de mots, de textes, de scènes, de jeux.
Eh bien, il s'est passé que j'ai jamais, enfin en tout cas toute ma jeunesse, j'ai été très longtemps éloignée des mots. C'est-à-dire que je les tenais un peu en religion, c'est-à-dire que c'était une espèce de chose. J'adorais la poésie, je lisais beaucoup de poésie, j'écrivais tout le temps des poèmes à ma grand-mère, qui était vraiment très sympa et qui les trouvait toujours formidable. Mais par contre, je lisais peu. On n'avait pas 36 000 livres à la maison. Et par contre, moi, j'étais très sportive. Et du coup... Quel sport faisiez-vous? Je faisais du karaté, je faisais vraiment beaucoup de compétitions et choses comme ça, ce qui fait que ça m'a vraiment appris une espèce de discipline, une rigueur, un travail collectif, mais qui s'accompagnait malheureusement, parce que j'ai un caractère un peu intense, de beaucoup de violence. Du coup, quand en primaire j'ai découvert le théâtre, j'ai retrouvé la même force, la même puissance, mais avec sérénité, on va dire. Et puis tout à coup, j'ai senti que je me déployais tout autrement, c'est-à-dire que j'arrivais à déployer aussi, même si j'avais 10 ans, la femme. Et j'étais pas obligée d'être... On était dans les années 90, donc il y a encore cette idée de garçon manqué quand je faisais du karaté et tout ça. Et là, tout à coup, il y avait cette possibilité d'être une femme, d'être puissante et puis d'être heureuse. Et je me suis dit, mais c'est vachement bien ce truc-là. Et du coup, c'est là où je me suis dit, c'est mon endroit et je ne lâcherai pas ça. Et une fois que cette démarche-là a été amorcée, j'ai eu la chance de rencontrer une professeure de français en 3e qui m'a vraiment comme donné une espèce de droit à la littérature et de me dire mais oui, t'es doué là-dedans, c'est pas parce que tu fais des fautes d'orthographe que tu peux pas accéder à ça. Et du coup, elle m'a ouvert tout un monde qui après au lycée s'est déployé, où là j'ai eu la chance de tomber sur un professeur qui était extraordinaire en littérature, et du coup moi j'ai plongé absolument. Vous étiez au lycée Porte-Océane? C'est ça, exactement. Et à l'atelier théâtre? Oui, à l'atelier théâtre, l'option, alors je faisais l'option lourde qu'on appelait, qui permettait de travailler des textes et d'avoir un programme à suivre et qui était évalué au bac. Et puis je faisais partie de l'option facultative, où là c'était les week-ends, les vacances, le soir, on était vraiment tout le temps là-bas pour monter un spectacle. Et du coup c'est là où moi j'ai appris ce que ça voulait dire une troupe, ce que ça voulait dire de monter un projet à plusieurs, d'être une troupe tout simplement. Et c'est là où vraiment je me suis dit c'est ça que je veux faire, et point barre. Et il y aura pas d'autre chose après ça. Et après vous êtes formé à Paris? Oui, alors ça a été la redescente là. Ah bon? C'est-à-dire que le Havre, moi quand j'ai passé mon bac, c'était pour faire du théâtre, c'était vraiment très compliqué, c'était plutôt fuis. Va à la capitale, il n'y a que là que tu pourrais faire quelque chose. Et du coup, j'ai fait les conservatoires d'arrondissement en même temps que j'allais à la fac à la Sorbonne en lettres modernes, pour que papa et maman soient d'accord. Et puis là, j'ai découvert en fait un travail très différent qui était vraiment plus sur l'individualité, sur travaille ton comédien, qu'est-ce que tu veux comme carrière, il faut que tu aies un agent. Et là, moi, tout à coup, en fait, toutes mes certitudes se sont un peu effondrées, c'était un peu difficile, parce que moi, j'ai besoin du collectif pour travailler. Parce que si je suis trop concentrée sur moi, en fait, je crée mal. J'ai vraiment besoin que les autres aient un impact sur moi et sentir que j'en ai un sur eux pour pouvoir mieux, ajuster mon instrument, quoi. Mais après, c'est des natures. Hein. Vraiment, je dis pas qu'il y a de bonnes méthodes, je dis juste que moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que vous inventez la femme que vous voulez être, et vous inventez aussi l'actrice ou la comédienne que vous voulez être. Oui, c'est ça. Et puis, je pense vraiment qu'un musicien, il travaille son accordéon ou son violon. Et nous, en fait, les émotions, il faut les travailler en ayant vraiment conscience de tel muscle produit ça, telle chose produit ça, et puis comment, si j'active ça et ça en moi, et ça produit ça. Et du coup, c'est vraiment important de ne pas être trop, auto-centré. Pour bien ressentir en fait ce qui se passe autour de soi. Parce qu'un comédien qui joue tout seul, moi je trouve qu'il n'y a rien de pire, c'est l'enfer sur terre. Et du coup, ça a été 2 années un peu difficiles, parce que justement j'étais trop sur moi et je sentais que c'était pas à cet endroit-là que je voulais être. Et ça m'a permis de faire le tri. Et c'est pourquoi aussi, quand vous avez travaillé avec les Improbables, ça a été très profitable. Exactement, c'est aussi ce qui s'est passé quand j'ai découvert l'impro. J'ai redécouvert le plaisir de partager la recherche à l'instant T à plusieurs. C'est-à-dire qu'une impro, vous la faites pas tout seul, sinon elle marche pas. Vous la faites vraiment avec les énergies de chacun, les propositions de chacun. C'est dans le regard que ça passe. C'est vraiment
dans le ressenti tout de suite, de sentir aussi le corps de l'autre, de sentir, d'inventer ensemble. Et c'est jouissif et c'est riche d'apprentissage aussi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, vous y avez appris aussi peut-être un certain lien avec le public? Exactement, oui. Ce qui s'est passé, c'est que les improbables, ils ont vraiment une approche très différente du public par rapport au théâtre plus traditionnel. C'est-à-dire qu'au théâtre, vous sortez du spectacle et les gens sont entre eux, ils ont beaucoup aimé le spectacle, et quand le comédien arrive, il y a une espèce de oh là là, c'est lui qui jouait, oh là là, Hamlet, c'est merveilleux. Pas faux. C'est ça. Moi, je suis vraiment comme ça, je suis vraiment très groupie, donc il n'y a pas de problème, j'assume. Mais les improbables, ce qui est super, c'est qu'à la sortie du spectacle, c'est-à-dire que nous, on est, Ismaël, il tient beaucoup, on sort tout de suite. Pour que les gens puissent nous dire ah c'était super, ou alors ah aujourd'hui c'était moins bien, ah cette impro-là elle a bien marché mais l'autre non. Et ce qui permet en fait, c'est comme si le public était le metteur en scène et de nous faire des retours pour qu'on soit jamais assis sur nos acquis et qu'on soit toujours dans une espèce de chose où c'est pour le public qu'on joue et on ne doit jamais l'oublier. Et ça c'est hyper important. Oui, je comprends, mais le ratage ça doit être terrible. Le ratage c'est dur, oui, mais en même temps encore une fois, ça permet de savoir où se trouve notre comédien et de se dire, bah voilà, tu t'es planté, bah relève-toi et recommence. Et la notion d'échec, du coup, elle a quelque chose de formateur et plus dévastateur. Ah oui. Donc, bien sûr. Donc du coup, c'est important. Et puis, voilà, du coup, ce rapport au public m'a permis aussi de se dire, bon bah voilà, en fait, il faut que le théâtre arrive à désacraliser son rapport au public pour pouvoir en toucher davantage et être moins effrayant, ou en tout cas qu'on mette moins le théâtre sur un piédestal et qu'on se dise moi je vais pas comprendre. Si on a accès aux comédiens, si on a accès aux metteurs en scène facilement, et il y a quelque chose qui devient plus familier. Oui. Et moi c'est ça que j'aimerais. Est-ce que vous pensez que les lectures que vous pratiquez aussi peuvent attirer des publics? Ça peut être un biais, une ouverture, parce que vous avez lu Maupassant, vous avez lu plusieurs histoires pour enfants aussi pendant le confinement en particulier. Je suis convaincue du pouvoir de la lecture à voix haute, parce que c'est quelque chose qui se fait très facilement. Vous avez besoin d'un livre et d'une personne et d'oreilles, et c'est tout. Et puis je me rends compte qu'en fait les adolescents aujourd'hui, ils n'arrivent plus à prendre la parole à voix haute, c'est-à-dire qu'en fait on est dans une ère numérique et c'est comme ça, moi je fais partie de cette ère-là aussi. Mais en fait du coup dès qu'ils entendent un peu leurs paroles résonner, ça les terrorise tout de suite, il y a quelque chose qui panique. En plus avec les masques aujourd'hui ça n'arrange rien. Mais je me dis en fait on est en train de créer des générations qui ne parlent plus et en fait on parle à leur place et malheureusement en fait du coup ils perdent de plus en plus le pouvoir sur leur avenir et choses comme ça. Et je me dis passer par la lecture à voix haute pour se réapproprier leur voix, pour se réapproprier les mots, ne plus en avoir peur, et ça va leur permettre aussi après de reprendre la parole publique et peut-être de pouvoir réinvestir aussi les décisions, parce que c'est eux le monde de demain. Donc je me dis voilà, c'est à moindre échelle, mais je me dis qu'on est quand même plein à faire ça et que ça peut avoir un impact. C'est-à-dire que vous êtes intéressé par plusieurs pratiques à attirer vers les scènes d'autres spectateurs, des gens qui ne sont pas spectateurs d'habitude, qui n'osent pas ou qui, je ne sais pas, sont éloignés. Bien sûr, en fait je pense que c'est nécessaire parce qu'encore une fois, moi mon envie de théâtre, je me rends compte que ça devient une envie politique, c'est-à-dire que le théâtre c'est ce qui permet aux gens de se réapproprier le monde politique dans lequel ils vivent. Je ne sais pas comment l'exprimer mieux que ça, mais et je me dis voilà, si des gens qui ont peur d'être sur le devant de la scène, tout à coup se disent mais en fait je peux dire que je suis pas d'accord, je peux dire que je n'en peux plus, à un moment donné on peut les entendre, et puis si on les entend on va se déplacer, et du coup tous ces gens qui sont coupés du théâtre, c'est des gens à qui on donne pas la parole, et du coup c'est dramatique. Et moi je faisais partie de ces gens-là quand j'étais jeune, je n'avais pas accès au théâtre, je n'avais pas accès à ça, et puis on m'a donné cette chance, et aujourd'hui je vois à quel point voilà, c'est du partage en plus, c'est quelque chose de très tendre, c'est-à-dire que c'est de la politique avec tendresse. Et je pense que c'est un des rares outils qui permet ça, vraiment de se replacer au centre d'une réflexion. Il y a des spectacles qui peuvent vous changer définitivement la vie, quoi. Et puis même nous, je me dis artistes, ne pas côtoyer de gens qui sont plus éloignés, en fait ça affaiblit notre travail. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces gens-là sont très riches. Ils ont plein de choses à nous apprendre. Ils ont plein de choses à nous faire découvrir. Et aussi, ils ont des retours qui sont
qui sont toujours très justes, parce qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas besoin de plaire. Et ce qu'ils disent, c'est vraiment hyper pertinent la plupart du temps. Et, et du coup, je pense que c'est dans les deux sens, l'échange est nécessaire. Alors vous dites politique parce qu'effectivement, on trouve sa parole, on prend la parole, mais aussi on se met, par exemple, en étant comédien, dans la peau d'un autre. Donc on rencontre l'autre, dans le fond. Exactement. Une certaine altérité, et ça permet peut-être de s'enrichir comme ça, en allant d'une personnalité à l'autre. Ben oui, et même au-delà de comédien, quand on lit, enfin moi je sais que ma pensée féministe, mais je remercie tellement toutes ces femmes qui ont écrit, qui ont dit, qui ont su mettre des mots, qui ont su se poser des questions, et qui ont fait qu'à chaque livre, en fait, c'est un bagage en plus, c'est une pensée qui s'affine, c'est quelque chose qui se dessine. Voilà, moi, je pense qu'on apprend, j'invente rien en disant ça, mais on apprend terriblement en regardant quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre, que ce soit en lisant, que ce soit en regardant un spectacle ou un film. Il y a une pensée qui infuse en nous, et qui va faire écho avec un certain endroit de notre vie et qui peut la déplacer. Et c'est vital. Par exemple, toutes ces pensées-là ont peut-être dirigé votre choix. Vous avez travaillé pendant 3 ans, je crois, Breaking the News. Oui. Un texte d'Alexandra Badea, une autrice roumaine. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce qu'on l'a raté, bien sûr. Mais oui, Hélas, il a peut-être été joué en ligne? Non, j'ai pas voulu. Parce que justement, moi, je défends l'art vivant. Et que la seule chose que j'accepte de filmer, c'est les lectures. Oui. Parce que ça fait appel aux oreilles. D'accord. Mais non, moi, je pense que ce spectacle, en plus, ça aurait été trop dur. C'est-à-dire d'être privé du public 2 fois. C'est-à-dire une fois parce que le spectacle est annulé en salle et en plus parce qu'on n'aura jamais les réactions à travers l'écran. Donc pour moi, c'était pas possible. Oui, donc vous avez quand même fait une représentation. On a fait une représentation pour les professionnels, c'est-à-dire les gens qui ont permis au spectacle d'exister. Ça, c'était important pour nous de leur présenter le spectacle, leur dire voilà, il est là, il est parti en couveuse, mais il nous attend et quand on va le récupérer, il va être très beau. Voilà. Et du coup, c'était vraiment un échange super parce qu'on a eu des qu'est-ce qui a dirigé votre choix là de ce texte? Alors, ce texte d'Alexandra Badea, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce texte. Déjà, cette autrice, moi, je la trouve fascinante parce qu'elle est au cœur de la société française aujourd'hui, et même européenne et même mondiale, c'est-à-dire qu'elle arrive vraiment à mettre des mots très justes sur tout le système tel qu'il est, le système néolibéral, le système médiatique. Elle arrive vraiment à déceler les rouages de ça et à l'exprimer de façon hyper juste et en même temps très facile d'accès. Elle a vraiment une façon d'écrire qui est... elle va à l'économie, c'est-à-dire que c'est vraiment des phrases très courtes à chaque fois, mais qui sont percutantes et qui permettent vraiment de s'adresser à un public très large. C'est-à-dire que vous allez pouvoir présenter le spectacle à des personnes âgées, tout comme à des ados, et ça peut avoir le même impact sur les deux. Alors, pour rentrer plus précisément dans le sujet de la pièce, donc on est sur une pièce qui a 4 tableaux distincts, c'est-à-dire que c'est pas une histoire qui part d'un point A pour aller à un point B, c'est vraiment 4 histoires, mais qui nous parlent des médias et de la manipulation par les médias. Et surtout en ce moment, ça tombe très bien. Mais oui. Et du coup, c'est comment, en fait, chaque personnage, chaque protagoniste de chaque histoire va essayer de manipuler une image qui va se retrouver dans les médias, donc soit les médias, les trucs people, soit dans les journaux, soit dans le journal télévisé. Et en essayant de manipuler cette image, elle pense pouvoir faire décoller sa carrière ou redorer son image. Et en fait, à chaque fois, le système est ainsi fait qu'on ne peut pas manipuler les médias et que quand on pense le faire, en fait, on se fait soi-même manipuler et ça finit jamais bien. Et voilà. Et du coup, cette pièce, elle me permettait de travailler beaucoup de choses. C'est des projets toujours tentaculaires, les mises en scène. Oui. Il y a le spectacle central et puis autour, je mène des actions culturelles. Oui. Et du coup, là, ça me permettait de travailler sur la notion de fake news. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on en est abreuvé plus que de raison. Et c'est pourquoi on fabrique une fake news, à qui profite le crime. Bien sûr. Il y a aussi cette notion aussi d'humanité, c'est-à-dire comment on est tous des humains et comment, à un moment donné, parce qu'on a une envie de réussite sociale, parce qu'on a peur de ne pas accéder à ce dont on rêve, on va renoncer à son éthique. Et comment juste ça peut en fait détruire tout
toute une vie, quoi, et à quel point chaque décision est importante. Oui. Et puis sur la notion d'image, parce qu'aujourd'hui les images on en est abreuvé. Enfin moi je sais que voilà, moi j'ai Instagram, Facebook, et des images j'en reçois en permanence. C'est pourquoi cette image-là arrive sous mes yeux. Oui. C'est pas pour rien. Oui. Et peut-être que telle personne ne l'aurait pas, mais si cette image elle arrive, c'est toujours se réinterroger sur le pourquoi. Et puis du coup après il s'est trouvé que le coronavirus est passé par là entre temps. Oui. Et du coup là c'est vrai que la pièce elle résonne particulièrement avec tout à fait. Avec la situation d'aujourd'hui, d'autant que moi en mise en scène j'ai choisi comme scénographie de mettre des grandes plaques de plexiglas partout. D'accord. Pour créer une espèce de palais des glaces ou mais c'est vrai que quand il y a eu la crise coronavirus et les plexiglas qui sont venus partout, alors déjà j'ai payé plus cher mon décor, mais en plus c'est devenu très anxiogène. Je me suis dit mais les gens vont penser que c'est un spectacle du corona alors que pas du tout. C'est déjà le cas. Oui. Mais de l'enfermement par les médias. Exactement, de l'enfermement. Et puis aujourd'hui on est... Il y a toujours un écran entre nous tous, il y a toujours quelque chose qui nous sépare. C'est-à-dire que moi j'adore, je fais souvent ce constat-là, c'est de voir des groupes d'ados qui sont ensemble, mais ils sont chacun sur leur téléphone. Et presque le moment où ils vont être vraiment ensemble, c'est quand ils vont rentrer chez eux et du coup ils vont se parler par leur téléphone. Alors que juste avant ils étaient ensemble, ils se parlaient pas. Et c'est vraiment génial. C'est effrayant. Mais on fait, moi je sais qu'on fait pareil, mais je me dis c'est quand même incroyable, quoi. Aujourd'hui il y a toujours un écran qui nous... Ou alors quand on appelle quelqu'un, quand on... C'est vraiment fou. Oui. Nous sommes l'étincelle, c'était un texte aussi pour des ados ? C'est un texte pour des ados et des adultes. Et des adultes également. Et pareil, c'est sur une génération qui tout à coup décide de faire sécession avec le monde dans lequel on vit et qui est devenu insupportable, qui est devenu... invivable d'un point de vue écologique, d'un point de vue humain, d'un point de vue droits sociaux. Et du coup, en fait, c'est toute la génération de trentenaires et de, je sais pas, même plus d'ailleurs. En fait, c'est toute une génération qui décide de faire sécession et de partir vivre en marge des villes. Et de repartir vivre à l'état plus sauvage. Et comment le gouvernement refuse ça. Et puis, en fait, il est construit de telle façon qu'on suit 5 époques. Et à chaque fois, on fait des sauts de 15 ans, 30 ans. Et c'est vraiment un livre qui est génial. Il est superbe. Autant du point de vue de cette envie de faire sécession, qui moi, je trouve que c'est très beau, les mots sont très beaux. Et puis de ce retour à l'état sauvage. Et c'est pas... Ce que je trouve génial chez ces auteurs, c'est qu'il dit pas « faisons la révolution, c'est génial ». C'est qu'il se dit « qu'est-ce qui va comment dire ?» qui va faire qu'on va se dire à la fin ça valait le coup, ça valait la peine. Et même s'il y a des désastres, même s'il y a des choses qui vont être terribles dans le livre, à la fin, moi je me dis, il y a des choses horribles, mais quand même, ça valait la peine. Et juste ça, c'est trop beau, quoi. Ah oui. C'est-à-dire vous pratiquez un montage aussi des textes. Oui, alors ça vous choisissez. C'est mon grand... J'aime vraiment ça, mais je pense que c'est dû au fait que je suis une frustrée de la littérature, parce que je ne sais pas écrire. Alors j'adore prendre les mots des autres et en faire mon petit livre à moi. Oui, c'est ça. Mais du coup, j'adore ça, en fait. Partir d'un roman et essayer d'en garder une certaine sève, en tout cas celle qui moi m'a touchée, bouleversée, pour essayer de donner envie aux gens de lire. C'est-à-dire que quand je fais le montage, je me dis, là je voudrais qu'à la fin du montage, les gens se disent, faut que j'achète. Exactement. C'est vraiment mon but, ou en tout cas, faut que j'achète ou il faut que je lise, quoi. Oui, bien sûr. Mais vous partagez le plaisir que vous avez eu avec d'autres. Exactement. Et c'est une chance que j'ai de pouvoir le faire avec différents partenaires qui me font confiance. Et ça, c'est une chance. Alors cette lecture, on peut la retrouver sur un site ? Oui, elle est sur YouTube. Alors ça s'appelle Nous sommes l'étincelle et il faut passer par le Facebook du groupe d'étudiants qui a monté ce projet. Ça s'appelle Tu fais quoi demain ? D'accord. Bon, on va noter ça. Et alors, on va attendre des nouvelles de Breaking the News ? Normalement, on recommence la saison prochaine en octobre et on joue toute la saison, un peu partout en Normandie. Et puis on espère pouvoir faire Avignon... Pas cet été, mais l'autre. On espère tout ça. Cette année, Avignon est peut-être un peu compromis. Je sais plus. Moi, je n'arrive plus à savoir rien du tout. Oui, on ne sait plus trop. On n'a plus de certitude. Effectivement. Mais on ne sait peut-être pas comment va le monde, mais en tout cas, chez vous, dans votre compagnie, avec votre collectif, avec vos amis, ça vit, ça bouillonne. Ah oui, ça, c'est le mot qu'on puisse dire, c'est que ça vit très fort. Ça vit très fort. Comment dire ? C'est-à-dire que moi, il y a un moment aussi où je me suis dit, parce que quand on est comédien, en fait, on est toujours inquiété par le fait d'être désiré par des metteurs en scène
Et du coup, parfois vient la peur de se dire, ah, mais en fait, je vais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'aurais besoin d'être désirée? C'est-à-dire que c'est à moi de désirer, c'est à moi d'avoir envie. Et après, si quelqu'un a envie de travailler avec moi, bah, c'est super, mais c'est aussi à moi de créer le désir et tout ça. Oui. Alors, il se trouve que moi, j'ai beaucoup de désirs, donc du coup, j'ai beaucoup de projets. Oui, J'ai beaucoup de choses comme ça, mais je pense que voilà, moi, mon énergie à moi, c'est d'être force de proposition pour ensuite pouvoir en partager avec plein d'artistes différents, plein de projets différents. Alors pour terminer, peut-être dites-nous d'où vient ce mot, les nuits vertes, cette expression. Oui, très bien. Alors on va repartir à la Sorbonne. Oui. Donc, en fait, la Sorbonne, pour moi, ça a été un moment un peu particulier parce que c'est assez austère, la Sorbonne, lettres modernes, il y a quelque chose d'un peu... Et du coup, tous les professeurs n'étaient pas passionnants. J'en avais un qui était vraiment formidable. C'est toujours ça, ouf. C'est ça. Et ce professeur de stylistique, j'aime beaucoup le décrire parce que c'est vrai qu'il ressemblait vraiment très fort à Nicolas Sarkozy, donc a priori pas très sexy, mais il n'empêche que quand il lisait des textes, le monde s'arrêtait. Et c'était magnifique. Il avait vraiment une façon de lire qui était sublime. Et un matin, à 8h du matin, dans l'amphithéâtre, il nous a lu Le bateau ivre de Rimbaud. Et dedans, il parle des nuits vertes. Et quand il a dit ça, je me suis dit, mais c'est ça, c'est magnifique, c'est sublime, c'est ça le nom de la compagnie. Eh bien, restons-en là. Laetitia Bottella, un grand merci pour cet échange si enrichissant. Eh ben, merci beaucoup. Merci. d'amour et d'armure. Et tu verras, à deux on comblera la grande blessure d'où s'écoulent les murmures de ceux qui dansaient.
C'était Viva Culture, une émission présentée par Isabelle Royer. Merci à Mathieu Le Chevalier en studio. Et bonne semaine à vous, à l'écoute de Westrack Radio. Rendez-vous dimanche prochain. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir Occupation Le Havre en vous rendant au volcan et en rencontrant les intermittents, mais pas que des artistes, pas que des intermittents. Ils sont effectivement peut-être en train de réinventer le forum, l'amphithéâtre, l'agora, et peut-être sont-ils, comme nous, convaincus que le savoir ne se capitalise pas, qu'il s'élabore ensemble et dans la confrontation conflictuelle des points de vue? Peut-être pourrions-nous, comme le souhaite Barbara Stiegler à la fin de son opuscule qui s'intitule De la démocratie en pandémie, nous pourrions peut-être faire de cette pandémie, mais aussi de la santé et de l'avenir de la vie, non pas ce qui suspend, mais ce qui appelle la démocratie. À bientôt, au revoir, bonne semaine.